Thème 2, chapitre 3, correction des exercices à la suite du cours. Donc dans l'exercice 1, on a l'étude d'un enregistrement à effectuer, on a les points qui ont été obtenus par chronophotographie ou par pointage vidéo, et on nous demande de représenter les vecteurs vitesse, donc V5, V7, V10 et V14. Donc c'est une technique que vous connaissez. Par exemple, pour V5, on va s'intéresser à la distance entre le point d'avant et le point d'après, donc M4, M6. Attention, ce que je vais mesurer à la règle ne correspond pas à la vraie distance parcourue, puisque si j'utilise ma règle, je vais mesurer 2 cm entre M4 et M6. Attention, ces 2 cm, il faut les rapporter à l'échelle qui est donnée. On vous dit qu'entre ces deux flèches, vous avez 60 cm dans la réalité. Or, quand je mesure avec ma règle, je trouve 5,2 cm. Donc, il faut utiliser l'échelle pour se ramener à la vraie distance parcourue. Et cette distance, donc on la divisera par le temps qui s'est écoulé entre ces deux instants. Et donc, on a la durée entre deux positions qui est donnée. Donc, on aura 2 fois taux à utiliser. Attention, il faut convertir 40 millisecondes en secondes. Et on réutilisera cette même technique pour les autres calculs de vitesse. Je détaille les calculs pour une des vitesses et je vous donne les autres simplement pour que vous puissiez les retrouver aussi par vous-même. Donc pour V5, on a bien la distance de M4 à M6. Je ne mets pas de vecteur puisque ce sont tout simplement des normes que je calcule. Donc divisé par 2 fois taux. 2 fois taux, donc on règle déjà cette partie-là, c'est 2 fois 40 millisecondes. La distance, elle, je vais la trouver grâce à l'échelle. Donc j'ai mesuré 2 cm à la règle avec l'échelle qui était proposée. Donc je fais une égalité des produits en croix et je trouve donc 23 cm dans la réalité. Ces 23 cm, attention, il faut que je convertisse en mètres pour avoir une vitesse en mètres par seconde et vous trouvez donc 2,9 mètres par seconde. Vous pouvez remarquer que quand vous vous intéressez à la vitesse V7, vous avez exactement les mêmes distances, donc on aura exactement la même vitesse. Donc on retrouve bien 2,9 mètres par seconde. Cette vitesse, il va falloir la représenter sur le schéma. Donc pour ça, attention, il faut utiliser la deuxième échelle qui est proposée, qui est l'échelle des vitesses, qui nous dit que il faut représenter 8 mètres par seconde par la double flèche qui mesure 5,2 cm. Donc moi, je viens de trouver 2,9 mètres par seconde. Donc il faut que je mesure avec le vecteur, donc un vecteur d'une longueur de 1,9 cm. Lorsqu'on s'intéresse à la vitesse V10, on détermine une distance entre M9 et M11 de 2,9 cm, ce qui correspond à 33 cm dans la réalité. Donc ces 33 cm, je les ai reportés, et j'ai trouvé 4,2 mètres par seconde. Là aussi, attention, quand on va vouloir tracer 4,2 mètres par seconde en utilisant l'échelle, il faudra qu'on ait un vecteur qui fasse 2,7 cm de long. Et vous remarquez que pour la vitesse V14, vous retrouvez exactement les mêmes longueurs. Donc maintenant qu'on a les longueurs des vecteurs, il ne reste plus qu'à les tracer correctement sur le schéma. Pour tracer les vecteurs correctement, on utilise toujours les règles qu'on a pu mettre en place. Donc pour V5 par exemple, la direction et le sens, comment on va les trouver? Donc la direction, c'est la même direction que le vecteur M4, M6. Donc je prends ma règle et je vais tracer une parallèle en M4, M6 qui passe par M5 et donc j'ai ma direction. Le sens, je regarde simplement l'ordre des points, 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Donc je vois que le mouvement est dans ce sens-là. Donc je vais orienter ma flèche dans le sens du mouvement. Et la dernière étape, c'est la longueur. Donc la longueur, je vais tracer un vecteur qui mesure 1,9 cm, puisque grâce à mon calcul de vitesse et à l'échelle qui était fournie, je peux retrouver cette longueur. De même pour V7. Donc remarquez que V7 a la même direction
que M6, M8. Donc si je translate, j'ai la même direction. Avec donc V7, le vecteur V7, vous le tracez donc avec 1,9 cm aussi, donc comme pour V5, pardon. Et pour V10, donc là, c'est beaucoup plus simple puisque vous avez directement le mouvement qui est donné, alors soit par M9, M11, et vous tracez un vecteur donc de 2,7 cm de long. Pareil pour V14, le sens du mouvement, il est bien de la gauche vers la droite, et la direction, c'est bien la direction de cette droite, puisque là, on a l'impression que c'est un mouvement rectiligne. On va en reparler tout de suite. Donc dans la question 2, on vous demandait de préciser les instants entre lesquels les forces exercées se compensent. Et on vous demandait de justifier. Donc on est dans le chapitre sur le principe d'inertie. Donc on a vu qu'il y avait des forces qui se compensaient quand le système était soit immobile, ce qui ne semble pas être le cas ici, puisqu'on a des points qui évoluent, et si le système est à un mouvement rectiligne uniforme. Alors là, on voit déjà le premier indice, on a un mouvement rectiligne entre M9 et M18. On voit que M8, il n'est plus sur la droite. Et on remarque en plus que, a priori, l'espacement des points est le même. On a fait deux calculs V10 et V14 qui me confortent dans cette idée-là. Donc a priori, entre M9 et M18, j'ai un mouvement rectiligne uniforme. Donc qu'est-ce que je peux en conclure? Je peux en conclure qu'entre M9 et M18, les forces exercées sur ce point M se compensent d'après le principe d'inertie. Donc dans ma rédaction, j'indique que les forces exercées sur le point M se compensent si le système est en mouvement rectiligne et uniforme, d'après le principe d'inertie, et donc le mouvement est bien rectiligne et uniforme de M9 à M18. J'ai rajouté donc uniforme sur la rédaction puisque je l'avais oublié, donc un mouvement rectiligne ne suffit pas, il faut indiquer que c'est un mouvement rectiligne uniforme. Je continue avec l'exercice numéro 7. Dans l'exercice 2, c'est l'exercice 2, on vous demande de justifier donc ce que font les deux coéquipiers ici, donc dans cette discipline qui s'appelle le curling. Donc on a une pierre en granit qui est posée sur la glace et on essaie de la pousser vers une cible qui est un petit peu plus loin. À quoi ça sert de brosser? Donc on utilise des brosses pour brosser devant cette pierre. En brossant, en fait, on va favoriser le mouvement de la pierre en granit en enlevant des frottements en fait, que peut avoir la pierre sur la glace. En frottant, on va échauffer la glace, on va créer une petite pellicule d'eau qui va favoriser le glissement de cette pierre. Et donc, quand on brosse, en fait, on enlève des frottements. C'est déjà la première chose qu'il faut comprendre. Et donc, quelles répercussions ça va avoir? Eh bien, on vous demande de faire un schéma qui va expliquer cette situation. Si on imagine que le sens de la pierre va de la gauche vers la droite, eh bien, lorsqu'on ne brosse pas, eh bien, on a le poids de la pierre que j'ai appelé C comme curling par exemple. Vous pouvez l'appeler autrement si vous le souhaitez. Donc on a le poids, on a la réaction de la glace et on a des forces de frottement si on ne brosse pas, si on n'utilise pas les brosses. Donc on a des forces qui ne se compensent pas. Donc forcément le mouvement sera peut-être rectiligne, mais il va être ralenti, on s'en doute, à cause des forces de frottement. Mais si on utilise donc les deux coéquipiers pour brosser, donc on va diminuer. Alors là, je suis allé à la situation extrême, on les a annulés. Donc si j'annule les forces de frottement, eh bien on a la pierre et son poids avec la réaction. Et si on enlève les forces de frottement, eh bien on est avec le principe d'inertie dans une situation où les forces se compensent. Donc comme il est en mouvement, comme cette pierre est en mouvement, eh bien on va avoir en fait possibilité d'avoir un mouvement rectiligne uniforme. Donc si jamais j'imaginais la situation où je pouvais enlever cette force de frottement, eh bien on pourrait imaginer que la pierre continue dans un mouvement rectiligne uniforme.
Alors, elle va s'arrêter au bout d'un moment parce que j'ai toujours des frottements qui vont exister. Donc on peut simplement matérialiser le fait que peut-être on va les réduire. Donc je fais un vecteur plus petit que le vecteur qui est là, et elle va s'arrêter, mais à une distance qui sera plus longue, donc avec la brosse. Donc voilà l'intérêt. Et on a bien une application ici du principe d'inertie. Dans l'exercice 3, on nous demande tout d'abord ce qu'est une chronophotographie. Donc là, pour la chronophotographie, on va simplement chercher une définition. On peut comprendre déjà le phénomène. Donc c'est un procédé qui est un procédé photographique. On représente les différentes positions occupées ici par une balle, peut-être, qui est lâchée au cours du temps. Donc c'est un espèce, on va dire, de mode rafale sur lequel je représente les positions sur la même photo. En fait, je vais pas avoir plusieurs photos différentes, je vais avoir la même photo sur laquelle je vais avoir les différentes positions que va occuper la balle. Ensuite, est-ce que la balle est soumise à des forces qui se compensent? Eh bien, a priori, quelle est la seule action qui va s'exercer? C'est le poids. Donc on n'a pas des forces qui se compensent, donc on ne peut pas avoir un mouvement rectiligne uniforme, d'après le principe d'inertie. Et on va représenter donc cette force qui est tout simplement le poids de la balle. On va supposer que pendant la durée de l'expérience, les frottements sont négligeables. Donc je résume la situation en expliquant que la chronophotographie, c'est une technique photographique donc basée sur la juxtaposition, c'est-à-dire que sur la même image, on va avoir des positions différentes. Donc on juxtapose en fait plusieurs photos sur la même. Donc on prend plusieurs images, on les prend en rafale puisque l'intervalle de temps est très court entre chaque vue. Le mouvement, donc on voit qu'il est rectiligne accéléré. La trajectoire étant une droite, c'est rectiligne, mais on aurait pu espérer, si les forces compensaient, qu'elles soient uniformes. Là, on voit que c'est accéléré puisque la distance parcourue par la balle augmente pendant des durées égales. Donc on n'a pas un mouvement rectiligne uniforme déjà. C'est déjà un indice. Donc ça veut dire que le vecteur vitesse n'est pas constant. Automatiquement, d'après le principe d'inertie, la somme des forces, enfin c'est la contraposée donc du principe d'inertie, donc la somme des forces doit être différente de 0. Donc la balle n'est pas soumise à des forces qui se compensent, d'après donc la contraposée du principe d'inertie. Et comment on va représenter cette situation? Eh bien, tout simplement, on a un objet qui est en chute libre, donc qui n'est soumis qu'à son poids. On est typiquement dans la situation de la chute libre. Donc on a une application très simple de ce qu'est le principe d'inertie dans ce cas. Dans le dernier exercice, en fait, on va essayer d'interpréter correctement une situation qui est celle qui se passe par exemple dans un crash test, où on a une voiture qui est lancée, on va dire à vitesse constante, contre un obstacle. Donc elle va se retrouver tout d'un coup arrêtée avec une vitesse nulle, donc immobile. Et souvent ce qu'on voit, c'est ce qui malheureusement peut se passer dans certains accidents très graves, si une personne est dans la voiture, donc elle va subir un mouvement vers l'avant, et on va essayer de comprendre pourquoi dans cette situation-là. Donc en fait, en ayant ce mouvement vers l'avant, elle va rencontrer par exemple le volant, le pare-brise, et donc souvent ça peut être des accidents qui peuvent devenir très graves. Alors après, on va voir aussi l'intérêt donc de porter la ceinture par rapport à la ceinture de sécurité par rapport à cette situation, puisqu'on vous demande de montrer que c'est une illustration du principe de l'inertie. Donc on va modéliser cette situation en se plaçant à deux instants. On va se placer avant le choc et juste après le choc, pour essayer de comparer ce qui se passe dans ces deux situations-là, puisqu'elles sont applicables au principe d'inertie. Pour répondre à cet exercice, donc je vais faire une hypothèse, mais qui n'est pas obligatoire, hein. Là, je vais supposer qu'avant le choc, le véhicule roule à une vitesse constante. Si elle roulait pas à une vitesse constante, ça changerait de toute façon pas grand-chose au principe, mais ça va permettre peut-être de comprendre plus facilement le schéma. Donc avant le choc, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Donc on imagine que là, la voiture, attention, le sens du mouvement est de la gauche vers la droite. Donc elle va vers la droite, hein. On imagine que le mur est situé de ce côté-là. On a le poids de la voiture, la réaction du sol.
On a une force qu'on va appeler la force motrice due aux roues, hein, qui sont en train d'avancer grâce au moteur, et on a une force de frottement. Si le véhicule roule à vitesse constante, ça veut automatiquement dire que la somme de toutes ces forces doit être égale à 0. Donc c'est ce que j'ai supposé, c'est ce qui va me permettre en fait de faire en sorte que ces deux vecteurs aient la même longueur et que les deux vecteurs rouges aient la même longueur aussi. Si je n'avais pas fait cette hypothèse-là, il faudrait juste que je fasse attention que, par exemple, si le véhicule avance dans cette direction-là, si la vitesse n'est pas constante, que la force peut-être motrice du moteur est plus grande à ce moment-là. Mais je rappelle, ça ne changera rien par rapport à l'utilisation du principe de l'inertie, hein. Donc, dans cette situation, par exemple, donc j'ai la somme des forces qui est égale à 0. Donc, d'après le principe d'inertie, le mouvement est rectiligne uniforme. Et donc, ça conforte mon hypothèse du véhicule qui roulait à vitesse constante. Si jamais je n'avais pas la somme des forces qui était égale à 0, j'aurais un mouvement qui serait pas rectiligne uniforme, donc qui serait sûrement accéléré avec une force motrice sûrement plus grande ici. Mais ça ne change rien. Donc là, j'applique le principe d'inertie. L'application du principe d'inertie va se faire, on va dire, à l'instant même où va se produire le choc. Donc on va se situer juste au moment du choc. Donc au moment du choc, malheureusement, avec l'impact, donc la vitesse va devenir nulle. Donc une vitesse nulle, ça veut dire le véhicule est immobile. Donc s'il est immobile, la somme des forces doit être égale à 0. Donc on a le poids du véhicule qui est compensé par la réaction simplement puisqu'elle n'avance plus. Donc il n'y a plus de frottement qui s'exerce et le moteur n'est plus utilisé pour avancer. Et donc malheureusement on va devoir distinguer deux situations. Donc soit j'ai mis la ceinture et donc je vais moi aussi rester immobile à l'intérieur. Donc ça c'est une situation à dire qui est plus favorable. Donc merci la ceinture de sécurité. Par contre, si je n'ai pas de ceinture, eh ben, le principe de l'inertie me dit quoi? Eh bien, soit je reste immobile si je suis immobile, soit je vais avoir un mouvement rectiligne uniforme. Et malheureusement, juste avant le choc, ben, j'avais une vitesse. Et donc en fait, le principe de l'inertie va faire en sorte que cette vitesse, eh bien, je vais la conserver, puisque j'ai la somme des forces qui est égale à 0. Donc je vais avoir un mouvement rectiligne uniforme dans la voiture, donc sans ceinture, et malheureusement, ce mouvement, je vais le garder jusqu'à ce qui est, par exemple, un impact, ce que je vous ai expliqué avant, sur le volant, sur le pare-brise, malheureusement. Et c'est ce qui provoque donc des accidents très graves avec des personnes qui, quelquefois, peuvent carrément être éjectées de l'habitacle. Donc, si on n'a pas la ceinture, malheureusement, le principe d'inertie va me faire, en fait, continuer dans mon mouvement avec la vitesse que j'avais avant l'impact, puisqu'on va avoir un mouvement rectiligne uniforme. Donc c'est pour ça qu'on a introduit donc depuis plusieurs dizaines d'années donc l'obligation d'avoir la ceinture de sécurité dans le véhicule avec les personnes attachées, puisque en étant attaché avec la ceinture, on va être solidaire de la voiture. Donc quand la vitesse de la voiture va être nulle, ma vitesse va devenir nulle aussi. Donc c'est une application directe du principe d'inertie. Je complète simplement l'exercice avec le petit détail donc sur la ceinture de sécurité, donc obligatoire depuis 1973 à l'avant et à l'arrière depuis 1990. Donc avant 1973, il n'y avait pas forcément de ceinture de sécurité dans les véhicules. Et donc on voit bien sur les courbes de mortalité que depuis ces années-là, on a diminué la mortalité. Je vous invite donc à faire les exercices du livre. Vous trouvez la correction aussi sur le site. Bon travail à tous.